Madame, Monsieur, bonsoir. Que pensez-vous de ce débat actuel sur la révision ou le changement de la Constitution? Nous allons parler aujourd'hui de l'opportunité. Y a-t-il une opportunité pour changer la Constitution ou la réviser? Y a-t-il des avantages liés à la révision ou le changement de la Constitution? Y a-t-il des conséquences? Des conséquences pour la révision ou le changement de la Constitution? Notre invité ce soir, Monsieur Isaac Bakoukou. Il n'est plus à présenter. Monsieur Isaac Bakoukou est coordonnateur national de la dynamique de développement. Isaac Bakoukou Boliko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc coordonnateur national de cette dynamique de développement. Oui. Il y a un champ d'action que nous allons devoir tout à l'heure pénétrer. Et vous êtes dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'agri-multiplicateur. On va en parler tout à l'heure. Distribution des semences améliorées, le transport fluvial, la formation, la santé et le sport. Beaucoup de choses. Oui, effectivement. Effectivement, parce que ces choses sont liées à l'activité. Parce que quand nous sommes dans l'agriculture, je ne travaille pas seul. Je suis avec les gens. Et ces gens-là ont des enfants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Que ces enfants ne puissent pas bénéficier de certaines formations et ils ne peuvent pas bénéficier d'un petit dispenseur pour se faire soigner et il ne doit pas jouer au football, il ne doit pas jouer au basketball. Et puis, lorsque je suis dans l'agriculture, je suis pépiniériste aussi. Je fais le pépinière d'un certain nombre de cultures, notamment palmeraies et puis les cacaoyers. On les distribue également. Donc, je ne dois pas être seul pour renforcer la capacité de production. Je dois avoir aussi mes voisins qui fassent la même chose que moi. Et à partir de ces moments-là, nous aurons une production beaucoup plus avantageuse que si je reste seul. C'est ainsi que nous avons voulu élargir notre champ d'action, sans oublier aussi l'évacuation à travers le fleuve. C'est pour ça que nous avons... À travers le fleuve? Oui, dans les transports fluviaux, nous avons un petit bateau qu'on est en train de construire qui peut transporter entre 350 à 500 tonnes. Parce que la difficulté que beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de producteurs ont, c'est l'évacuation vers les centres de consommation. De l'état, de l'élaboration avancé de nos routes de transport de dessertes agricoles. Alors, le fleuve, ça reste un grand boulevard et c'est ainsi que nous avons élargi nos champs d'action par rapport à ça. Alors, on va parler de notre sujet tout à l'heure, mais avant cela, vous êtes également dans l'agri-multiplicateur. Mais c'est ça. C'est justement ça, l'agri-multiplicateur. C'est-à-dire que je suis pépiniériste, j'ai des semences et je fais de pépinière. Une fois que ça arrive à maturation, je vends et je distribue. Ah, très bien. Alors, vous distribuez également des semences? Bien sûr. À d'autres agriculteurs? D'autres agriculteurs qui sont à côté de moi, parce que nous sommes dans un milieu rural. Et dans le milieu rural, vous allez trouver que des paysans et puis quelques agriculteurs. Jusque-là, en Bandaka seulement? Je suis précisément à Djombo, à 7 km de Mbandaka, et je suis à Koli à 27 km de Mbandaka, avec bien entendu mon partenaire Odaé, Mme Janine Yanga, qui est aussi à Sekli, à 23 km. Donc on essaie de mettre les efforts ensemble pour avoir une production maximale. Alors, le biscuit de cette émission, c'est ces embouteillages. Ces embouteillages que l'on constate à Kinshasa. On nous parle de la circulation en sens alterné, ce qu'on appelle en sens unique. C'est affreux. Ah, c'est affreux. C'est vraiment affreux, les embouteillages. Et je vois ces embouteillages sont dus par rapport à l'impraticabilité de certaines avenues. Vous avez Ouangata qui n'arrive pas jusqu'à Kabamba. Vous avez Kassaboubou qui quitte par boulevard pour arriver jusqu'au Triomphal. Vous avez l'avenue Bokassa, vous avez Kabamba, vous avez Kassai, vous avez Flambeau. Ce sont des grandes artères qui permettent aux gens de se diriger vers la ville. Et quand ces histoires sont bouchées, eh ben, il nous reste quoi? Huileries,
Kassaboubou, Kassawouleri, 24, il y a le boulevard des 30 juin, Kassaboubou, 24, voilà. On est réduit et ceux qui viennent de Tchangou, c'est encore à frais. Donc, je crois qu'il faut réhabiliter rapidement les routes, les avenues. Donc, juste parce que l'État a aussi une part de responsabilité quant au contrôle des entreprises qui réhabilitent ces artères. Parce que combien de fois on a réhabilité l'avenue Université, combien de fois on a réhabilité Bokassa, combien de fois on a réhabilité l'avenue Kassaboubou, combien de fois on a réhabilité Kabamba. Je crois que cette fois-ci, si le nouveau gouverneur estime vraiment donner la possibilité aux usagers de circuler, qu'il fasse comme l'Oxetra Béton a fait entre Mariano et Victoire. Vous voyez, cette avenue-là, ça fait plus de 30 ou 40 ans, il n'y a pas de trou. Parce que les entreprises qui ont travaillé là, c'était dans une sérieuse et ils ont fait du bon travail. Et il faut aussi que, aujourd'hui, nos routes, et il y a en dehors des routes, il faut assainir la ville avec le caniveau, tout cela. Parce que l'eau, c'est aussi l'ennemi numéro un des routes au niveau des routes asphaltées, tout ça, les cantons. Il faut des caniveaux élargis. Parce qu'en fait, nous sommes butés à un problème. Une ville qui était pour 300 000 habitants, nous sommes à 15 ou à 16 millions d'habitants. Alors, même l'électricité, ça pose problème. Où il n'y avait pas de maisons d'étage, c'était des cités. Maintenant, il y a des maisons à 10 étages. Et dans ces étages, il y a des appartements. Dans une maison qui abritait 10, 15 personnes. Quand on érige l'immeuble, c'est dans les 100 ou 80 personnes ou 50 personnes. Et la consommation non seulement d'eau et d'électricité. Et si la SNEL ne suit pas cela, on aura toujours des problèmes. Donc c'est un problème de l'assainissement, mais aussi le problème de l'habitat. Et comme on dit qu'on veut créer une nouvelle ville pour Kinshasa, comme ça, il faut le processus au niveau décentralisation. Parce que la concentration de la population se dirige vers un endroit. Alors, si on décentralise, on crée des marchés de l'autre côté, des stades, des écoles, l'administration, une partie de l'administration publique de l'autre côté. Aujourd'hui, je parle de cas de parquets généraux. Nous, Kinshasa ne dispose que des parquets généraux. Mais vous vous rendez compte, quelqu'un qui est à Maluku, il doit venir répondre à une invitation, une convocation à la 4e rue. Voilà le temps qu'il prend. Alors, moi, je propose même que, on va rentrer dans la Constitution, Kinshasa peut disposer 4 parquets généraux en suivant les 4 districts. Il faut un parquet général de Tchangou, un parquet général de Funa, un parquet général de Mwamba, et puis un parquet... Ça évite aux gens d'aller tous vers un... Et d'ailleurs, eux-mêmes, le magistrat, ils sont intensés comme des chenilles. Donc, il faut, à un moment donné, les décentraliser l'administration, que toute l'administration se trouve dans tous les coins. Regardez, nous avons un service des pompiers qui est à Gombe. Alors, quelqu'un qui a un incendie disons, même à Makala ici, l'incendie va se décimer et puis les pompiers arrivent en retard. Ce sont beaucoup de services de l'État. Regardez par exemple le service de plaques d'immatriculation. Tout le monde doit aller à la 7e brique, mais la DGI a des bureaux partout. Pourquoi? Là où il y a les bureaux de la DGI, on ne met pas les services de l'immatriculation à côté. Ça va décentrer. Donc, c'est une question globale qu'il faudrait réfléchir afin de permettre aux usagers d'être un peu dégagés, de se retrouver dans les embouteillages parce qu'il doit quitter Matadi Kibala pour aller prendre sa plaque d'immatriculation à la 7e rue. Il doit quitter, je ne sais pas, Mimosa. Donc, ça fait tout un ordre. C'est tout, quoi. C'est tout. C'est une histoire qui concerne tout le monde et l'administration. Les marchés centrales. Pourquoi le marché central à Gombe? Pourquoi pas mettre le marché central là où il y avait la Fikine, ou chercher un autre endroit? Parce que ça va faire quoi? Il y a l'axe Bandundu. Les gens vont venir de l'histoire, ça rentre directement de ce côté-là. Congo central, vous avez déjà l'avenue là qui est sur... Déjà, la manière dont vous expliquez ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens pour y arriver. Oui, mais ça nécessite des moyens et ça nécessite aussi l'organisation. Vous pouvez disposer des moyens,
tu n'es pas organisé. Vous ne disposez pas de moyens, mais vous êtes bien organisé, ça va aller. Alors, on va parler de la constitution du 18 février 2026, révisée en 2011. J'ai parlé du 18 février 2006 plutôt. Okay. Donc, la constitution du 18 février 2006, révisée en 2011, et cette révision 2011 n'a concerné que beaucoup plus le détour de la présidentielle de deux à un seul tour. Et cette fois-ci, il y a un débat qui est lancé pour la révision ou les changements de la Constitution. D'emblée, comment vous trouvez cette idée? Merci pour la question, mais je voulais aborder deux sujets hors sujet. Je voulais d'abord interpeller la Première ministre Judith. Au sujet de quoi? Oui, elle était partie, continuité de l'État, parce que c'est son prédécesseur qui était parti dans la province de l'Équateur, et précisément dans le territoire de Bolomba et dans le secteur de Boussira pour la construction du sanctuaire du bienheureux Bakanza Isdor. Depuis leur passage, aujourd'hui, c'est mort. Même l'Église catholique, je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe pour que ce sanctuaire ne soit pas terminé? Je demande aux élus du Grand Équateur, et en particulier ceux de l'Équateur, d'interpeller la Première ministre pourquoi le sanctuaire de Bakanza n'est pas encore terminé. Et je voudrais féliciter aussi l'administration pénitentiaire de la prison de Makala. Depuis que j'étais en prison, j'ai une passion d'aller visiter la prison à tout moment. J'ai vu qu'il y a quelques changements avancés. Il y a les jours de visite, y compris les heures sont limitées pour les visites. Et là, quand vous avez la visite, chaque détenu ou prisonnier doit disposer un badge. Ils ont fait un badge et je crois que tout ça, c'est le fait. Le ministre d'État, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, et aux intérimaires qui sont aujourd'hui à la prison de Makala, je vois qu'il y a vraiment une certaine sérénité et je les encourage que la prison puisse avoir un visage humain. Les détenus doivent avoir aussi leurs droits et ils doivent aussi être informés après leur détention. Ils peuvent aussi décocher un travail. Quant à la révision ou le changement de la Constitution, mais je suis un ardent, fervent de la révision ou le changement de la Constitution. Pourquoi? Parce que cette Constitution a été confectionnée à l'époque post-conflit. De ce qu'on a appelé les belligérants, les hommes en armes, et puis l'opposition politique non armée et la société civile. La société civile et l'opposition politique étaient comme des moutons, suivaient parce que les gens qui étaient armés, pendant l'époque, le pays était divisé en trois. Il y a RCD Goma qui tenait ce côté-là, MLC, Kamel, tout ça là, la province orientale, et puis le gouvernement Kinshasa et les autres provinces. Donc c'était une constitution confectionnée sous la pression, et la pression de qui? De ceux qui avaient les armes, qui tiraient dans ces lits-là, tiraient les draps de leur côté. Bon, c'était aussi une constitution où il fallait préserver l'unité de la République. Bon, aujourd'hui, moi je considère cette constitution comme un document de travail qui nécessite vraiment soit une révision substantielle ou un changement de la Constitution. Je vais vous donner un exemple, l'article 164. Parce que ce sont les articles de la Constitution, certains articles de la Constitution qui posent problème. Je vous dis aujourd'hui, vous prenez l'article 164 de la Constitution. Qui pose problème, selon vous? Ça pose un... Non. Bon, je commence d'abord à l'article 70, qui concerne le président de la République. L'article 70 dit le président de la République est élu une fois 5 ans, renouvelable. Et le dernier alinéa dit il reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Quid si le président, s'il n'y a pas eu des élections, il n'y a pas un président élu, qu'est-ce qui va se passer? Il reste. Pardon?
S'il n'y a pas un président élu. Voilà. Donc, il reste en violation flagrante de la Constitution. Parce que un article dit, en cas d'empêchement, c'est le président du Sénat qui va organiser les élections. Et nous avons vécu ces cas d'espèce en 2016. Les élections devraient avoir lieu en 2016, mais nous avons eu les élections en 2018. Allons-nous continuer avec cette constitution, avec ce vide juridique? Cet article doit être complété, qui veut dire que non, voilà, à l'absence des élections, conformément à l'article qui stipule que le président, en cas d'empêchement, le président du Sénat peut assurer l'intérim pour organiser les élections. Mais l'empêchement en question est aussi expliqué dans la même Constitution. Bah, bien sûr. Non, bien sûr, mais ça, l'absence des élections, c'est un empêchement aussi pour le président. La Constitution ne dit pas que l'absence des élections est un empêchement. Voilà, c'est un vide juridique. C'est un vide juridique qui consacre alors l'inamobilité de la continuité du président de la République, l'ancien président. Vous comprenez? Ça, c'est un problème. Deuxième problème sur le plan économique. Aujourd'hui, nous avons les milliers de dollars qui sont partis en fumée parce que le dossier Bukangalozo, Matata, ce n'est pas lui le législateur. Lui, il a bénéficié de ce que le législateur a dit. Il ne peut être poursuivi qu'à l'occasion, à l'exercice de ses fonctions. Une fois il n'est plus Premier ministre, il n'est plus poursuivable. Vous avez les cas de Matata. Donc, il y a des milliers de dollars. Parc Bukangalozo, les 1000 écoles, les terrains municipaux qui sont jusqu'aujourd'hui inachevés, mais l'argent était sorti au niveau du Trésor public. Alors, est-ce que allons-nous continuer avec un article pareil qui consacre la prescription? Regardez, aujourd'hui même, si l'actuel président du Sénat, si on découvre qu'il y a eu des malversations ou des détournements des lieux publics, il ne sera pas poursuivi. Donc, l'impunité consacrée par ces articles-là. Il y a les articles tels que les articles 214, 211, 212, 214, 217. Et si vous descendez articles 222, 23 jusqu'à 228, certains sont tombés en désuétude. Vous comprenez? Alors, comprenons aussi le cas de la gestion des provinces. Êtes-vous satisfait, content de la manière dont les assemblées provinciales fonctionnent? Bien au contraire, les assemblées provinciales ont relancé la corruption jusqu'à la moelle épinière. Je me rappelle à l'époque, en 2018, où le procureur général de la Cour suprême de l'époque qui disait qu'il doit suspendre les élections des sénateurs et des gouverneurs parce qu'il y a eu des dossiers. Moi, quand j'étais lors des élections dernières, mais une voix, le minimum c'est 50 000 dollars et le maximum c'est 5 000 dollars. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui se passe dans ces Sénats-là? Le gouverneur, chantage, motion de défiance, s'il ne s'arrange pas, tout ça est consort. Ce sont des institutions qui sont budgétivores et qu'on dit l'économie ne fonctionne pas. L'argent affecté à l'Assemblée provinciale, l'argent affecté au Sénat. Qu'est-ce que vraiment le Sénat nous apprend? On peut faire les économies. Si je comprends bien, votre proposition serait de supprimer et les assemblées provinciales, bien sûr, et le Sénat. Oui. Ne rester qu'avec l'Assemblée nationale. On va faire des économies et on va mettre un terme à la corruption. Aujourd'hui, la politique attire beaucoup de gens parce que pour eux, ils pensent que venir à la politique, c'est se faire enrichir. Et les gens s'enrichissent en politique. Or qu'en politique, c'est un service public, c'est une charge, on vient servir les autres. Mais aujourd'hui, le Congolais considère que être politicien, c'est venir se faire de l'argent. Alors, de l'autre côté, il y a la population. Les assemblées provinciales, ils font des motions et ils ne se rendent pas compte que c'est pour la population. Non, ils font les invalidations de leurs collègues, tout cela. Mais la population retrouve quoi? Combien des édits qu'ils ont publiés et au bénéfice de la population. Prenons aussi les institutions d'appui à la démocratie. Par exemple, la CENI. Aujourd'hui, la CENI, est-ce que la CENI est plus sainte que le ministère de l'Intérieur? Il faut retourner
l'organisation des élections. Je crois que la Sénat montre aussi ses limites. C'est beaucoup d'argent. Il faut remettre aujourd'hui les élections au ministère de l'Intérieur. Et le Conseil économique, machin, ça porte quoi? Mais l'argent du Trésor sort pour payer ces gens-là. Les CESAC, ça sert à quoi? On peut prendre CESAC avec l'union des journalistes et tout cela, et elle-même, la corporation des journalistes, peut sanctionner pour vérifier si les journalistes respectent la déontologie. Donc, on peut faire des économies en élaguant beaucoup de choses. Est-ce que votre aspect économique, oui. Est-ce que l'aspect économique que vous relevez ici sur ce plateau, y a-t-il eu un rapport dans ce pays qui a dit, par exemple, que non, sur base de cette étude, nous avons estimé que beaucoup d'argent qui aurait pu servir à la réhabilitation des routes a été affecté aux assemblées provinciales, au Sénat, au CESAC, ainsi de suite. Personne ne s'en est plaint, monsieur Isaac. L'homme politique congolais ne pense pas à ça. Toute réforme, quand on amorce une réforme, à un moment donné, il faut arriver à ce qu'on appelle l'évaluation. Est-ce que ce que nous avions confectionné dans notre constitution, les assemblées provinciales, ont-elles bien fonctionné selon l'esprit du législateur? Le Sénat a-t-il fonctionné selon l'esprit du législateur? On doit se poser des bonnes questions. Il faut se poser des questions pour l'évaluation. Alors, quand vous faites une évaluation, vous aurez les résultats, soit positifs ou négatifs. Alors là, les Congolais préfèrent. Regardez aujourd'hui ce que je ne sais pas si c'est vrai ou faux. On découvre que dans l'Assemblée nationale, il y a 513 députés. La Constitution consacre 500 députés. Et pourtant, les élections ne se sont pas déroulées partout. Il y a Massimanimba, il y a Koma, qui n'ont pas encore produit leurs députés nationaux. Il y avait 477. Donc, sur 477, on a ajouté 23 plus 13, ça fait voilà, 36 députés. Alors, en fait, le politicien congolais, parce que les politiciens... Encore, il faut vérifier si c'est officiel. Il veut bénéficier du privilège. Il veut bénéficier. Non, moi je dis, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais nous savons qu'il y avait 573 députés élus parce qu'il y avait dans l'axe Bolobo, tout ça là et consort, et une partie de Maïndomba, et dans le nord Kivu, les gens n'ont pas organisé des élections compte tenu de la situation de mouvements rebelles. Alors, si aujourd'hui on arrive à un inventaire de 513 députés, et parmi ça, on dirait qu'il y a les anciens présidents. Mais dans notre pays, il n'y a pas une caisse de retraite, il n'y a pas une caisse, ils n'ont pas eu fait des épargnes de pension pour que, et parmi ces gens, certains bénéficient même la bourse de la République, mais ils veulent toujours bouffer l'argent de la République au détriment du peuple congolais. C'est ainsi, moi je dis, nous devons revoir notre constitution, voir vraiment si notre constitution... Et alors, on peut même aller beaucoup plus loin, même sur les mandats. Pourquoi les députés doivent avoir un mandat illimité? Pourquoi? Il y a une discrimination. Les chefs de l'État ont un mandat. Qui est limité à 2. Les députés, on peut limiter ils peuvent devenir députés à vie. À vie. Donc, le sénateur à vie, on peut limiter le nombre de mandats aux députés, maximum 3 mandats, et puis basta, vous partez. Parce que nous sommes dans une république. Et tout ça, pourquoi on ne réduirait pas le nombre de députés? Pourquoi on ne penserait pas que l'élection au suffrage universel pour le président nous coûte cher? Pourquoi pas que l'Assemblée nationale vote alors, le président? Monsieur Isaac, c'est vrai, votre argumentation peut être compréhensible, mais le problème, ce qui fâche les Congolais par rapport à ce débat sur la révision ou le changement de la Constitution, c'est l'idée de voir le président Félix Tshisekedi se représenter au pouvoir pour un autre mandat. Voilà ce qui fâche les opposants, par exemple. Vous êtes parmi ceux qui soutiennent ça. Non, pas nécessairement. Parce que les gens qui contestent, ils sont hors la loi. Parce que l'article 218, il fait partie des gens qui peuvent initier
la révision ou le changement de la Constitution. La révision est concurrente. Hein. Concurrente, oui, okay. Initiée concurremment par le président de la République, le gouvernement, les deux chambres. Il y a le gouvernement, il y a les deux assemblées, et puis nous, les citoyens, à travers les signatures de pétition. Mais sans toucher aux fruits défendus. Mais il a quel fruit défendu? 220, l'article 220. Je peux vous dire une chose. On parle des articles intangibles, il est superficiel. Dans toute constitution, dans des républiques sérieuses, on détermine pour que cette loi soit promulguée, on passe à l'élection, soit une majorité absolue ou une majorité de 2/3. Alors, l'Assemblée nationale, que ce soit les congrès, sont habilités sur un congrès pour débattre sur les articles de la Constitution. Intangible, c'est un peu superflu. Mais n'oubliez pas que cette Constitution, certains articles ont été taillés sur mesure. Je vous donne l'article concernant le candidat président de la République. On dit, pour être candidat président de la République, il faut avoir 30 ans révolus. Est-ce de vous et moi, un monsieur qui sort de l'université, parfois qui n'a pas travaillé, c'est supposé qu'il a terminé ses études universitaires à 25 ans. Et on ne sait pas, le chômage va son plein, il n'a pas travaillé. Coup de chance, il passe président de la République. Vous faites allusion à qui? Pardon? Vous faites allusion à qui? Je fais allusion à la Constitution et au président de l'époque. Joseph Kabila. Effectivement. Parce que là, cette constitution a été taillée sur mesure pour lui permettre, lui, de se présenter comme président de la République. De la République. Ah oui. Pourquoi? Oui, ça a également donné la chance à d'autres jeunes. Ah non, non. S'il avait 40 ans, on allait parler 40 ans. Ah ok. Ah oui. Donc, il faut revoir l'âge de candidat président de la République. Pourquoi on a enlevé les détours? Pourquoi on a enlevé les débats contradictoires entre les derniers candidats? Il faut se poser des questions. Est-ce qu'on peut revenir au détour? On peut revenir au débat contradictoire entre candidats? Toute constitution est révisable et changeable. Je vous dis un exemple, la constitution américaine, c'est depuis 1500, je crois, 50 combien, mais tous les 8 ans, il est modifié. Et la France, depuis 1958, tous les 3 ans, il est révisé. Les gens ont peur... Ce sont des principes qui sont établis chez eux. Oui, bien sûr. Écoutez, aujourd'hui, pour réviser la Constitution, il y a un vide. Mais dans certaines constitutions que moi je lis, on dit, ils ont des procédures pour arriver à la modification de la Constitution, la révision des changements. Ils disent, 1. La déclaration de la modification de la Constitution. 2. Énumération des articles à modifier. 3. Les assemblées tombent et le gouvernement tombe. C'est-à-dire, on rentre aux élections. Et ceux qui vont gagner les élections, ce sont là qui vont débattre sur la Constitution. Pourquoi ils ont fait ça? C'est pour éviter le conflit d'intérêts. Est-ce qu'on peut s'inspirer de ça? Est-ce qu'on peut s'inspirer du Parlement des Chinois où les parlementaires ne sont pas payés, ils sont payés seulement quand ils sont en commission? On peut aussi s'inspirer de ça. Nous avons 4 pouvoirs ici, mais il y a un pouvoir judiciaire qui est antidémocratique. Le président est élu, les députés sont élus, mais les membres du pouvoir judiciaire ne sont pas élus. Pourquoi ne pas introduire dans la Constitution... Monsieur Isaac Bakoukou... J'achève là. Pourquoi ne pas introduire dans la Constitution que tous les chefs de corps, c'est-à-dire le procureur, le premier président, le procureur général, le premier président de la Cour, tout cela est consort, ces gens soient élus par leurs pairs. Si on rentre dans cette situation-là, vous verrez également l'amélioration de notre justice parce qu'il y aura une concurrence de mieux faire pour qu'il soit élu. Qu'il ne soit pas désigné, mais élu. Élu. Le président ne fait que promulguer.
la nomination, mais investir, comme on le dit. procureur de la République doit être élu, le procureur général, la cour d'appel doit être élu, le premier président du tribunal de première instance, le président du tribunal de paix doit être élu, les procureurs... Bienvenue à la corruption, monsieur Isaac Bakoukou. Bienvenue à la corruption. Vous avez relevé le fait qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, la corruption se porte bien avec l'élection des sénateurs, des gouverneurs. Parce que là, on sait contrôler l'électorat, et là aussi, ça sera peut-être la même chose. Dans la corporation, il y a des gens qui aspirent ces fonctions-là. Vous comprenez? Les gens aspirent ces fonctions-là. Et c'est les nominations politiques parfois qui fait défaut. Moi, je dis même que, je proposais même que non, même 60% de ces chefs de corps soient élus et 40% soient nommés. Parce qu'on va jouer sur l'équilibre géopolitique pour ça. Mais si quelqu'un est élu, il a un objectif. Il est élu sur base d'un programme de réforme qu'il va apporter au niveau de son Je parti. vous repose la même question à laquelle vous n'avez pas répondu, monsieur Isaac Bakoukou. Ce qui fâche, c'est l'idée de voir le président Tshisekedi s'éterniser au pouvoir avec un changement de la Constitution ou avec une révision qui toucherait à l'article 220 sur la durée et le nombre de mandats présidentiels. Non, c'est l'opposition. D'abord, il faut remercier le président Félix Tshisekedi qui, au deuxième de son mandat, il a ouvert un débat. Contrairement à certains de ses prédécesseurs qui proclament la modification de la Constitution à la fin du mandat. Notamment Wade, Macky Sall, Yuri Museveni a même modifié la date de naissance pour qu'il arrive à se conformer à l'âge révolu pour être candidat. N'en parlons pas au Rwanda. Même ici, on a tenté en 2016 la modification de la Constitution. Ça n'a pas fonctionné. Le président de la République a été sincère, a dit il ne touchera pas les articles appelés intangibles. Il a dit que ça concerne le peuple. Non, oui. Ça concerne le peuple. Voilà. Et dire que ça concerne le peuple, c'est qu'il pourrait rappeler, pourrait appeler à un référendum. Mais pourquoi pas? Mais c'est constitutionnel. Il n'y a rien d'illégal. Ça se trouve dans la Constitution. Ces mécanismes-là, on ne les trouve pas sous la rue. Le mécanisme est dans la Constitution. Et la même Constitution ne s'oppose pas qu'elle soit révisée ou qu'elle soit changée. Ceux qui disent qu'eux ne peuvent pas modifier, ils sont hors la loi. Ils ne sont pas démocrates, ils ne respectent pas. Le problème est posé. La Constitution a un caractère général, impersonnel et abstraite. Ça veut dire aujourd'hui, moi j'ai des idées, je vous ai donné des idées à moi. J'ai des idées, je souhaiterais que notre Constitution, qu'on pousse un peu l'âge de candidat pour la République arrivé à 40 ou 45 ans. L'article 217, on doit un peu réviser ça parce que l'RDC est agressé. Où est le rôle de l'Union africaine? Pourquoi nous devons, à travers l'article 217, prévoir que nous pouvons céder une partie totale ou partielle de notre territoire pour la promotion de l'Union africaine? L'Union africaine nous apporte quoi? L'Union africaine, il est là, nous sommes agressés par un pays membre de l'Union africaine, mais l'Union africaine ne dit rien. C'est une association, aujourd'hui, moi je dis c'est le syndicat des certains présidents qui va rester là, avec des traités. Pourquoi? Alors tout ça là, nous allons voir l'intérêt. Aujourd'hui, les Congolais doivent comprendre que nous sommes les mal-aimés du monde. Nous sommes les mal-aimés. Les mal-aimés du monde. Nous sommes les mal-aimés du monde. Parce que ce qui se passe, la manière dont on parle de la guerre de l'Ukraine, dont on parle de la guerre de l'Israël contre les Hamas et le Liban, les Hezbollah, mais on n'en parle pas, non, on n'en parle pas. À la francophonie, Macron n'en a pas parlé. Moi, je ça a énervé suis le président de ceux qui pensent que nous devons claquer ces machins de francophonie qui ne nous apportent rien. Rien du tout. C'est nous, par contre, nous sommes le plus grand pays francophone au monde. On n'a pas besoin de la francophonie. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé à la francophonie. Et le pays francophone, et c'est plus le président français,
la manière dont ils se comportent et s'accomplit la francophonie. Donc ils ont des intérêts et ils sont prêts à soutenir, continuer à soutenir notre agresseur. Pour revenir à la révision ou au changement de la Constitution, que répondez-vous à ceux qui disent que la Constitution ne vous a pas empêché d'améliorer les conditions de vie des Congolais, la Constitution ne vous a pas empêché de réhabiliter les routes, la Constitution ne vous a pas empêché d'empêcher la corruption? Il faut d'abord définir la Constitution. C'est un ensemble de règles juridiques qui consistent à définir les institutions de la République et organise les relations entre elles. En d'autres termes, la Constitution, c'est un ensemble de textes juridiques qui organise le fonctionnement des institutions et de l'État. Je vous ai cité des exemples. Quand les gens parlent de l'économie congolaise, parce qu'ils n'ont pas l'historique, comment notre économie est tombée. Notre économie est tombée la première fois à l'époque de la réservianisation. Les gens qui avaient acquis les biens, le président Mobutu pensait qu'il allait en faire de grands entrepreneurs. Malheureusement, ce n'étaient pas les grands entrepreneurs, ce sont des gens qui n'avaient pas l'esprit. Ils ne savaient pas comment faire la chaîne d'approvisionnement. Ils ont trouvé l'argent dans les caisses. Ils ont trouvé l'argent dans les banques. Ils ont trouvé l'argent, ils ont trouvé des véhicules, tout ça, les consorts. Ils ont tout dilapidé. Ça, on n'a jamais. Alors qu'à l'époque, c'est la RDC qui était le premier producteur de café, de cacao, de l'EVA, de l'huile de palme. Le pillage de 1990-91 est venu renforcer cela. 1997, l'entrée de la fête a encore achevé cela et le président Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé un pays dans le trou. Quand nous avions même le budget de 4 milliards. Et à l'époque, nous étions le pays qui a bénéficié de l'achèvement de la dette, donc l'annulation de la dette, tout ça les consomme. Mais le travail de l'élaboration pour la nouvelle constitution ne pourra jamais empêcher le gouvernement de faire son travail pour améliorer la qualité des services et la vie des Congolais. Ceux-là ont peur, simplement, à tort, d'accuser le président Félix de s'éterniser dans le pouvoir. Non. Mais la démocratie, même les Américains ont changé leur constitution, les Français ont changé leur constitution. Quand il y a des anomalies, je vous dis, avec ce que je vous ai dit, on peut engorger des économies sur certaines institutions qui ne représentent rien, qui n'apportent rien, qui ne font que bouffer l'argent de l'État. Et avec cet argent, on peut améliorer nos infrastructures, les services de santé. Pourquoi ne pas affecter l'argent qui sort, des milliards qui sortent pour le Sénat, augmenter... Est-ce que vous n'y voyez pas un recul démocratique? Un recul démocratique. Il faut qu'il y ait quand même alternance. C'est une opportunité. C'est une opportunité dans une période de paix, d'accalmie, où il n'y a pas de belligérants. Il y a un Parlement, il y a un Sénat élu et qui peut débattre sereinement le problème auquel nous sommes confrontés. Est-ce qu'il y a des conséquences? Vous avez jusque-là parlé de l'opportunité, des avantages, de la révision ou du changement de la Constitution, mais vous n'avez pas parlé des conséquences. Y a-t-il des conséquences ou non en changeant la Constitution? Alors, moi je pense qu'il ne peut pas y avoir des conséquences, plus des avantages. Si on supprime le Sénat, on va faire l'économie des combien de millions? Vous en avez déjà parlé, des conséquences négatives. Moi je ne vois pas des avantages. Moi, je vois pas des conséquences. Vous ne voyez pas des conséquences? Non, je ne vois pas des conséquences. L'instabilité du pays. L'instabilité du pays. Non, ça ne va pas déstabiliser le pays. Parce que c'est le pays une affaire d'une personne. Quand on confectionne la Constitution, il n'y a pas que les politiques, il n'y a pas que les juristes. Il y a toutes les composantes de la société, les psychologues, les sociologues, le médecin. On associe tout le monde parce que nous voulons avoir une constitution qui va permettre au pays de fonctionner correctement. Moi, je vous ai dit, l'article 64, nous avons perdu l'argent. Et ce n'est pas la faute à Matata, ce n'est pas Matata qui avait légiféré. Ce n'est pas lui qui avait mis cet article 64.
C'est pas lui. Alors, vous n'y voyez aucune conséquence, Ah non. mais pourtant, il y en a qui redoutent du trouble, il y en a qui redoutent Mais- l'instabilité. L'Église catholique a donné non, le non, temps. non. Le L'Église- comité laïque de coordination l'Église catholique- a fait la même chose. L'Église catholique doit non, parce que même l'Église catholique sera invitée. Invité Même à quoi? Ah oui, on est dans la commission de pondre le Oui, mais projet le de problème n'est pas constitution. d'être invité, mais le problème c'est que de redouter. On peut être invité, mais sans s'y présenter, par exemple. non, Et puis, c'est même- on sait ce que les comités laïcs de coordination a produit sous le règne de Joseph Kabila. Il y avait des marches qui partaient de partout, à Kinshasa, dans les paroisses. Faudrait vraiment en arriver là? Non, parce que c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Quand on a changé la constitution en 2011, on a enlevé les débats parce que moi je n'ai pas voté celui qui s'est confronté en face de son adversaire. Aujourd'hui, regardez la fierté des États-Unis. Il y a deux candidats qui ont eu un débat contradictoire. Et les Américains ont eu une idée de la capacité de l'un de l'autre. Pourquoi ils avaient enlevé ça? Et pourquoi ils avaient enlevé? Pourquoi l'Église catholique était où? Oh, c'était un principe fondamental qui permet à un électeur d'identifier qui sera le candidat qui va voter. Et en enlevant cela, c'était les articles taillés sur mesure qu'on a mis. Est-ce que les détours étaient-ils mauvais? Les débats contradictoires étaient-ils mauvais? Partout ça s'est fait. Pourquoi on a élagué ça? Pourquoi? Ça a eu des conséquences. Parce que nous avons voté quelqu'un, on n'a pas vu son expression, on n'a pas eu ses idées en face de son adversaire. Vous parlez de Joseph Kabila, si je vous comprends. Non, je parle de la Constitution. On a élagué. Élagué. Et il s'attend que celui à l'époque qui était le président de la République. Il faut changer, améliorer les choses dans le positif. On ne doit pas faire les choses parce que... Je vous ai dit, le droit, la Constitution a un caractère impersonnel, général et abstrait. Alors, je suis toujours sur ce sujet-là de conséquences néfastes liées à la révision ou au changement de la Constitution. Nous sommes un pays agressé par le Rwanda. Un pays agressé par le Rwanda. On a vu certains Congolais aussi s'allier au Rwanda. L'AFC de Corneille Nangaa et consorts. Est-ce que ces gens-là ne pourraient pas se saisir de cette histoire de révision ou changement de la Constitution pour de plus en plus déstabiliser le pays? Mais c'est leur choix. Mais à l'époque de la Constitution de 2006, le pays était divisé en trois. L'accord global inclusif, l'acte de la transition, le pays était divisé en trois. Mais depuis 1997, nous n'avons jamais été tranquilles. Ceux qui ont dit qu'ils avaient neutralisé les M23, quand on neutralise, et ces mêmes éléments refait surface. Quand bien même il y avait les 1+4, il y avait le mouvement rebelle qui était opérationnel. Ça, c'est un faux fuyant. Si nous voulons organiser le fonctionnement de notre pays avec des articles à caractère général, je ne pense pas que ça doit déstabiliser. Ce sont les gens qui sont derrière le mouvement rebelle, qui sont derrière le mouvement des Nangaa, qui sont avec les M23, avec leur maître qu'est le gouvernement rwandais. Est-ce que la commission qui va cesser de statuer sur la Constitution va empêcher le gouvernement de fonctionner? Ça ne va pas empêcher le gouvernement de fonctionner. C'est de la peur, mais soyez-en sûrs que c'est un débat qui est ouvert au début de son deuxième mandat. C'est très honnête et très sérieux pour dire que j'ouvre le débat et tous les Congolais, chacun doit apporter son idée par rapport à la Constitution. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quel pourrait être votre mot de la fin pour ce soir? Mon mot de la fin, je dis à mes frères, mes compatriotes, il y a l'article 70 qui fait les désordres, l'article 207 qui fait les désordres,
208, 211, 212, 214, 217, 222, 223, et à partir de 222 sur 228, tous ces articles sont tombés en désuétude. Est-ce que ces articles doivent toujours figurer dans notre Constitution alors que les présomptions qui parlaient, c'est déjà fini? Alors, moi, je pense qu'on ne vous trompe pas. C'est un débat qui est ouvert, que le président a lancé au début de son deuxième mandat. Il n'a pas voulu le faire à la fin de son mandat pour, disons, qu'il va partir en force. Alassane Ouattara l'a fait, Yoweri Museveni l'a fait. Et le président, quand il en parle aux Congolais, il dit n'ayez pas peur. Il les dit en lingala, n'ayez pas peur. Oui. Était-il en train de s'encourager lui-même? Tshisekedi, n'ayez pas peur, fonce, ou il s'adressait carrément au Congolais? Mais oui, et c'était la révision de la Constitution. Ça ne date pas d'aujourd'hui pour l'UDPS. Son leader Maxime a dit sur France 24 qu'en démocratie, il faut savoir s'incliner. Mais le jour où le peuple va nous confier le pouvoir, nous allons changer cette constitution des belligérants. C'était la période la plus pire de l'RDC qu'il avait traversée qu'on a confectionné cette constitution. Aujourd'hui, le pays est uni compte tenu de ce qui se passe à l'Est, mais il y a possibilité de rédiger cette constitution et que le Congrès peut débattre pour légiférer et que le président puisse promulguer une constitution. Le Congrès peut débattre. Oui, le Congrès peut débattre. Oui, vous pensez au Congrès? Non, je dis le Congrès ou le référendum, ça dépend des articles. Parce que quand on a modifié en 2016, on n'est pas parti au référendum. C'était le Congrès. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci Monsieur Isaac. Nous rappelons que vous êtes coordonnateur national de la dynamique des développements, Isaac Bakoukou Boliko. Merci d'avoir été je transforme le maïs en semoule, et manioc en farine de manioc et des piments, tout ça là qu'on sort. Donc, je ne suis pas là simplement pour dire que d'un côté, j'interviens auprès de la population et je crée un peu de l'emploi et la population. J'ai des clients qui achètent mes semoules, j'ai des clients qui achètent mes poissons, qui achètent le piment. Donc, sur le marché, j'y suis également. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour d'autres numéros de Table Ronde. Au revoir.